Je suis venu voir mon mari, le capitaine, avec mon fils. Un garde nous arrête, sa petite amie est à l'intérieur. Trahi, j'ai couvert les oreilles de mon fils et appelé mon deux frères, coupé immédiatement tout soutien. Aucune pitié. C'était à l'entrée de la base militaire. J'étais venu ici des centaines de fois au fil des mois, capable de trouver mon chemin les yeux fermés, mais aujourd'hui, c'était différent. Je tenais la main de notre petit Léo. Il portait une chemise boutonnée bleu foncé que je venais de lui acheter. Et dans mon autre main, je portais un thermos. À l'intérieur, il y avait une riche et copieuse soupe de poulet aux nouilles, mijotée avec des herbes fraîches, que j'avais passé la moitié de la journée à préparer. La semaine dernière, Louis avait appelé, se plaignant de maux d'estomac. J'avais spécifiquement consulté une amie médecin qui m'avait dit qu'une soupe comme celle-ci était la meilleure chose pour apaiser une gastrite. Léo leva les yeux vers moi, ses yeux brillants. « Maman, papa sera-t-il content de nous voir ? » « Il sera ravi. » Je lui caressai la tête, imaginant un sourire se répandre sur le visage sévère du colonel Louis Dubois. Je ne pus m'empêcher de sourire moi-même. Nous nous sommes approchés de la guérite des gardes. Un jeune soldat inconnu, pas plus de 20 ans, se tenait à son poste, le visage tendu et au garde à vous. « Bonjour, je suis ici pour voir le capitaine de la base, le colonel Louis Dubois. Je suis son épouse. » Je souris poliment et levai légèrement le thermos. Je lui ai apporté un déjeuner fait maison. Le jeune soldat me regarda, et quelque chose d'indéchiffrable passa dans ses yeux. Il décrocha le combiné du téléphone interne, composa un numéro et prononça quelques phrases discrètes. Je ne pus tout entendre, ne saisissant que les mots « femme du colonel ». Et à la porte principale, raccrochant, son expression devint encore plus étrange. « Madame, il serait préférable que vous rentriez chez vous. » Il essaya d'éviter mon regard. Le colonel Dubois n'est pas en mesure de recevoir des visiteurs pour le moment. Pas en mesure de recevoir des visiteurs. Je fus prise de court un instant, puis je rigolai. Je ne suis pas une visiteuse. Je suis son épouse. Faites-lui simplement savoir que je suis là. Il comprendra. Le visage du soldat devint d'un rouge profond. Ses lèvres tremblèrent comme si les mots étaient bloqués dans sa gorge. Qu'est-ce qu'il y a ? Mon sourire s'estompa lentement. Madame, vraiment, ce n'est pas possible pour l'instant. Il força finalement les mots, sa voix devenant plus douce. L'ami d'enfance du colonel est sur la base. Les visites sont strictement interdites aujourd'hui. Ami d'enfance sur la base. Visites interdites. Les mots furent comme des aiguilles de glace, perçant mes oreilles et traversant mes veines, gelant mon cœur. C'était juillet, l'asphalte chauffait à plus de 38 degrés Celsius, pourtant je tremblais de façon incontrôlable à l'entrée de l'installation militaire. Je regardais instinctivement Léo. Il me regardait, puis le soldat, avec confusion, ne comprenant pas encore ce qui s'était passé. Je m'agenouillai et couvris ses petites oreilles douces avec mes paumes, pressant si fort que mes propres doigts tremblèrent. Léo, maman va juste parler à cet homme une seconde. N'écoute pas, d'accord ? Léo hocha la tête docilement. Restant accroupi, je levai les yeux vers le jeune soldat. Je le regardais, mais mon regard le fit reculer involontairement d'un demi-pas. « Qu'est-ce que vous venez de dire ?» demandai-je d'une voix si calme que je la reconnaissais à peine moi-même. Son amie d'enfance, Madame Dubois, je ne fais que transmettre un ordre. Le soldat paniquait. Qui a donné cet ordre ? Le sergent Martin, l'aide du colonel. Sergent Martin, je crachai le nom entre mes dents. Puis je me levai, sortis mon téléphone de mon sac et composai un numéro. 2 sonneries. Puis l'appel se connecta. Alex, dis-je. La voix de mon frère cadet, Alexandre Mercier, était souriante. Eh bien, notre petite princesse, qu'est-ce qui t'amène à appeler ton grand frère ? Ce personnage de Dubois t'a-t-il encore contrarié ? Alex, je suis à l'entrée principale de la base de Louis Dubois. J'articulai chaque mot avec une précision glaçante. Il a donné l'ordre de ne pas me laisser entrer. Il a dit que son ami d'enfance est à l'intérieur et que les visites sont interdites. Le silence régna à l'autre bout de la ligne. Alexandre Mercier avait donné 20 ans à l'armée, passant de chef de section à général de corps d'armée, commandant l'ensemble du corps. Je le connaissais trop bien.
Plus il devenait silencieux, plus sa rage était terrifiante. Éléonore. Sa voix baissa, devenant comme une rivière gelée en hiver. Que veux-tu? Je veux que la famille Mercier procède à un nettoyage complet, dis-je. D'une main, je couvrais toujours les oreilles de Léo. De l'autre, je serrais le téléphone si fort que mes jointures blanchirent. Je le dirai moi-même à Nicolas et à Anne aussi. Louis Dubois et son ami d'enfance ne sentiront pas comme ça. Aucune pitié. Fait. Alex ne prononça qu'un mot et raccrocha. Je remis le téléphone dans mon sac et m'agenouillai à nouveau, retirant mes mains des oreilles de mon fils. Léo cligna des yeux. Maman, on n'entre pas? Non, on n'entre pas. Je le soulevai dans mes bras. Le garçon de 4 ans devenait déjà lourd. Je le réajustai, pressai ma joue contre la sienne et dis, maman va te ramener à la maison et te préparer des macaronis au fromage avec du bacon. Tu aimerais ça? Mais papa? On ne lui donne pas la soupe. Je regardai le thermos sur le sol. Le bouillon que j'avais mijoté pendant des heures, écrémé 3 fois, ajoutant les meilleures épices, ce bouillon clair et parfumé. Je l'avais versé dans notre meilleur thermos et l'avais conduit ici avec tant de soin. Je levai le pied et donnai un coup de pied au thermos. Le couvercle vola sur le côté. Le bouillon doré se répandit sur l'asphalte. Les nouilles faites maison et les morceaux de poulet tombèrent dans la poussière. Le jeune soldat ouvrit la bouche, mais n'osa pas dire un mot. Allons-y, Léo. Je me retournai, tenant mon fils. Mes talons claquèrent sèchement sur les dalles de béton. Clac clac. Chaque pas était ferme et confiant. Allongé sur mon épaule, Léo regarda le thermos cassé et dit doucement. Maman, quel gaspillage de soupe. Je ne la donnerai même pas à un chien, répondis-je. Je portai Léo jusqu'au parking, le plaçai dans son siège auto et l'attachai. Puis je montai derrière le volant, démarrai le moteur, mais ne partis pas immédiatement. Je restai assise dans la voiture, fixant les portes de la base. J'avais franchi ces portes pendant 4 ans, depuis mon mariage avec Louis. À chaque fois, les soldats au poste de contrôle saluaient et me saluaient. Je pensais que c'était du respect, un signe qu'ils me considéraient comme l'une des leurs. Ce n'est qu'aujourd'hui que je compris que ces portes ne m'avaient jamais vraiment été ouvertes. Son amie d'enfance, Coralie Lefebvre, bien sûr, je la connaissais. Ils avaient grandi ensemble sur une base militaire. Leur famille était amie. La mère de Louis avait même plaisanté un jour en disant que les enfants grandiraient et se marieraient. Puis Coralie était partie étudier en Europe et cela n'avait plus jamais été mentionné. Après mon mariage avec Louis, sa mère mentionna Coralie une fois. Ma sœur aînée, Anne, l'interrompit immédiatement. Le passé reste le passé. Louis épouse ma sœur cadette maintenant. J'espère que vous comprenez la différence, Madame Dubois. À l'époque, je pensais que ma sœur était trop dure. Je lui avais même demandé d'être plus douce, croyant que l'amour de Louis me suffisait et que rien d'autre n'avait d'importance. 4 ans, je lui avais donné un fils. Je gérais tout le ménage, prenais soin de ses parents. Quand son père était à l'hôpital, j'ai passé 7 jours et 7 nuits à son chevet. Pour l'anniversaire de sa mère, j'ai commencé les préparatifs un mois à l'avance et j'ai tricoté à la main un châle en cachemire, à m'en user les doigts. Où était Coralie Lefebvre quand je faisais tout cela? Je ne savais pas, mais maintenant je savais qu'elle était de retour, et j'avais été chassé du monde de mon propre mari. Je sortis mon téléphone et ouvris un fil de discussion. J'écrivis à mon frère aîné, Nicolas, j'ai besoin que tu fasses une vérification sur quelqu'un. Coralie Lefebvre, récemment rentrée de l'étranger. J'ai besoin d'un dossier complet. Qui elle a rencontré, ce qu'elle a fait, où elle vit. Envoyé. Puis j'ouvris une autre discussion. Alex est déjà dessus. J'ai besoin que tu fasses quelque chose. Compile une liste complète de toutes les ressources, projets et lignes de crédit que la famille Dubois a reçus grâce à la société Mercier. Maximum de détails. Envoyé. Je jetai le téléphone sur le siège passager et m'éloignai. En quittant le parking, je jetai un dernier coup d'œil à ses portes, appuyai sur l'accélérateur et partis sans me retourner. De retour à la maison, j'ai changé les vêtements de Léo, lui ai lavé les mains et l'ai installé dans le salon pour regarder des dessins animés. Puis, je suis allé dans la chambre et j'ai ouvert le tiroir du bas de la commode.
À l'intérieur se trouvaient des choses que je n'avais pas touchées depuis longtemps. Un accord de transfert d'actions, des actions de la société Mercier. Avant sa mort, mon père m'avait transféré 15% des actions de la société à mon nom. Je n'avais jamais été impliqué dans les affaires. Mon frère aîné, Nicolas, gérait tout. Chaque année, après la distribution des dividendes, il me virait l'argent sur mon compte. Je n'avais même jamais regardé les chiffres. Je n'en avais pas besoin. Mais il y avait une clause dans cet accord dont je me souvenais toujours. Un actionnaire détenant au moins 15% des actions a un droit de veto. Je sortis l'accord. Le papier avait légèrement jauni, mais les signatures étaient claires. La signature de mon père. Ma signature. Je passai mon doigt sur le nom de mon père et mes yeux me piquèrent soudainement. « Papa » murmurai-je. « Je te promets que tu n'auras pas honte de moi. » Le téléphone sonna. C'était Nicolas. Sa voix était très calme, mais je savais qu'il faisait semblant. Les hommes de la famille Mercier étaient toujours comme ça. Plus leur fureur était forte, plus ils devenaient calmes, comme l'océan avant une tempête. Immobile en surface, mais avec des courants mortels déchaînés en dessous. Le dossier sur Coralie est dans ton email, dit Nicolas. Jette un coup d'œil, puis nous parlerons. Mais je peux te dire tout de suite, elle a un passé très sale. Je veux dire, ses années à l'étranger. Officiellement, elle étudiait. En réalité, elle était impliquée dans des projets extrêmement douteux. Nos avocats sont en train d'examiner les détails maintenant. Nous aurons des résultats dans 3 jours. D'accord. Je pris une profonde inspiration. Nicolas, il y a autre chose. J'écoute. Je veux révoquer tous les investissements et contrats que la société Mercier a fournis à la famille Dubois. Un moment de silence à l'autre bout. Lorsque Nicolas reprit la parole, il y avait un léger sourire dans sa voix, mais c'était un sourire froid. Es-tu sûr? Je suis sûr. D'accord, dit-il. Quand commençons-nous? Tout de suite. Après avoir raccroché, j'ouvris mon email. Le dossier sur Coralie était volumineux. Petite police, résumé, photos, cartes de réseaux sociaux. Je fis défiler page après page. Coralie Lefebvre, 31 ans, 2 ans de plus que moi. Master en sciences des matériaux d'une université européenne. A travaillé 3 ans dans un institut de recherche local après avoir obtenu son diplôme. Est revenue au pays au début de cette année. Après son retour, elle a trouvé un emploi dans une entreprise située près de la base militaire de Louis. Elle a loué un appartement à moins d'1 kilomètre de la base. Je continuais à faire défiler et vis soudain une photo. L'image était floue. Nuit, la faible lumière d'un lampadaire. Un homme et une femme debout près d'une Jeep vert foncé. L'homme était Louis Dubois. La femme était Coralie Lefebvre. Louis s'appuyait d'une main sur le toit de la voiture, la regardant. Coralie avait la tête penchée vers le haut. La distance entre eux était inférieure à 10 cm. Dans le coin inférieur droit figurait la date de la prise de vue, il y a 3 jours. Je fixai la photo longuement. Il y a 3 jours, Louis m'avait envoyé un message disant qu'il était extrêmement occupé cette semaine et me demandant de ne pas visiter la base. Il avait dit qu'il préparait un grand exercice d'entraînement et qu'il restait tard tous les soirs. Alors, c'était à ça que ressemblaient ces soirées tardives au travail. Je fermai l'ordinateur portable, me penchai en arrière sur ma chaise et fermai les yeux. Mon esprit était en plein chaos, mais en même temps, il y avait une étrange clarté. Je me souvins comment Louis m'avait demandé en mariage il y a 4 ans. Il s'était agenouillé, avait tendu une bague et avait dit « Coralie, veux-tu m'épouser ?» Ma sœur Anne avait éclaté de rire. « Tu t'es trompé de nom, et tu fais quand même ta demande. » Le visage de Louis avait rougi instantanément. Il commença à s'excuser profusément. « Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je suis juste tellement nerveux. Éléonore, veux-tu m'épouser ?» À l'époque, nous pensions tous qu'il était juste déconcerté. J'ouvris les yeux. Coralie. Éléonore. Quelle ironie. Ma sœur Anne appela. Éléonore, j'ai tout vérifié. La voix d'Anne était tranchante et professionnelle. J'ai rédigé une liste préliminaire de ce que les Dubois ont obtenu de la société Mercier.
12 contrats de construction totalisant plus de 250 millions d'euros. 37 fournisseurs, tous nos anciens partenaires fiables. 5 garanties bancaires pour un total de 85 millions d'euros. Elle fit une pause et sa voix devint glaciale. Il y a autre chose que tu ne sais pas. L'entreprise du père de Louis était au bord de la faillite il y a 3 ans. C'est Nicolas qui, au nom de la société, a injecté 60 millions d'euros pour les sauver. Quand ils ont pris le capital, les Dubois ont signé un accord avec des objectifs de performance. Ils étaient obligés d'atteindre un certain niveau de profit dans les 3 ans. C'est la 3e année et leurs profits sont loin d'atteindre l'objectif. Pourquoi personne ne m'a parlé de cet accord, demandai-je. Nicolas ne voulait pas t'inquiéter. Tu venais d'avoir Léo. Ta santé était fragile. Nous avons décidé de ne rien dire. Nous pensions, eh bien, c'est de la famille. Nous devrions aider. Qui savait qu'il le ferait? Anne ne termina pas, mais je savais ce qu'elle voulait dire. Organise une réunion avec Nicolas et Alex demain soir au domaine familial, dis-je, j'ai une annonce à faire. Très bien, répondit Anne, puis ajouta. Éléonore, quoi que tu décides, nous sommes de ton côté. Après avoir raccroché, je suis allé dans le salon. Léo était assis sur le canapé, regardant des dessins animés, serrant un ours en peluche. Quand il me vit, il courut avec un sourire et me serra la jambe. Maman, j'ai faim. Maman va préparer le dîner maintenant. Je m'agenouillai, le soulevai et lui embrassai la joue. Léo enroula ses bras autour de mon cou et dit de sa petite voix, Maman, n'allons plus voir papa. Je n'aime plus papa. Je me figeai, pourquoi tu ne l'aimes plus? Parce que maman a pleuré aujourd'hui. Je n'avais pas pleuré. Du moins pas devant Léo. Mais les enfants comprennent tout. D'accord. Je le serrai encore plus fort. Nous n'irons plus le voir. Ce soir-là, après avoir couché Léo, je me suis assise seule sur le balcon. L'écran de mon téléphone s'est allumé. Un message de Louis, Éléonore, j'ai entendu parler de ce qui s'est passé aujourd'hui. Ne t'inquiète pas trop. Coralie est venue me voir pour le travail. Son entreprise actuelle a un projet commun avec notre base. Elle est la chef de projet. J'ai dit aux gardes de ne laisser personne entrer parce que je ne voulais pas que nous soyons distraits. Ce n'était pas dirigé contre toi. Dès que j'aurai terminé dans quelques jours, je rentrerai à la maison et t'expliquerai tout. Je lus le message, pris une gorgée d'eau, puis répondis, d'accord, occupe-toi de ton travail. Après avoir envoyé ces 5 mots, je posai le téléphone face vers le bas. Dehors, le paysage nocturne de Paris s'étendait, une mer de lumière. J'avais vécu dans cette ville pendant 29 ans, gâté par mes parents, protégé par mes frères et ma sœur. Je n'avais jamais connu l'adversité. Lorsque j'ai épousé Louis, je pensais avoir trouvé une autre personne sur qui je pouvais compter. Maintenant, je réalisais qu'on ne pouvait compter que sur soi-même. Le téléphone s'est rallumé. Un court message de mon frère, Alex. 2 lignes, le nettoyage a commencé. Première étape, gel de tous les comptes associés. Deuxième étape, révocation de toutes les ressources fournies. Troisième étape, en attente de tes instructions. Je répondis, reçu. Puis je supprimai tout mon historique de messages avec Louis, depuis le tout premier. Au moment même où j'allais effacer ces 4 années de mariage, le lendemain matin, je fus réveillé par un téléphone qui vibrait. Ce n'était pas mon réveil. La fréquence était trop dense. J'ouvris les yeux. L'écran était douloureusement lumineux. Les messages affluaient les uns après les autres. Je pris le téléphone et vis qu'ils provenaient tous de la mère de Louis, ma belle-mère. Éléonore, qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi ton frère a-t-il soudainement retiré le financement des projets? Sais-tu que Henri s'est battu pour ce projet pendant 6 mois et tu le retires? Est-ce ainsi que la famille Mercier fait des affaires? Réponds-moi immédiatement. Je m'appuyai contre la tête de lit, lus tous les messages du début à la fin, quittai l'application de messagerie et ouvris mes contacts. Avant que je puisse appuyer sur le bouton d'appel, le téléphone sonna. L'écran affichait Louis Dubois. Je fixai ces 2 mots pendant 3 secondes, puis répondis. Éléonore Mercier, as-tu perdu la tête? La voix de Louis éclata à travers le téléphone. Il me parlait rarement sur ce ton. En 4 ans de mariage, il avait été plutôt doux. Même lorsqu'il était agacé,
il ne criait jamais comme ça. Mais aujourd'hui, c'était différent. Mon père vient d'appeler. Il a dit, les merciers ont soudainement coupé tous les financements. Des centaines de travailleurs attendent de commencer leur quart de travail sur le chantier. L'argent pour les matériaux est gelé. Essayez-vous de ruiner notre famille? La fureur dans sa voix était comme du magma. Juste parce que je ne t'ai pas laissé entrer sur la base hier, tu fais un coup comme ça. Éléonore, quand es-tu devenue si irrationnelle? Je tins le téléphone légèrement éloigné de mon oreille et attendis qu'il ait fini. As-tu fini? Demandai-je. Non, il expira lourdement, essayant de se calmer. Éléonore, je t'ai dit que Coralie était là pour le travail. Si tu ne me crois pas, je peux demander aux membres de l'équipe du projet de le confirmer. Tu ne peux pas transformer un simple malentendu en un scandale comme celui-ci. Comment sommes-nous censés faire face aux gens? Louis Dubois, je prononçai son nom complet. Ma voix était très calme. Si calme que cela me surprit un peu. Je vais te poser quelques questions. Réponds-y honnêtement. Demande. Combien de fois as-tu vu Coralie depuis son retour de l'étranger? Oui. À l'autre bout, 3 ou 4 fois, strictement pour le travail. 3 ou 4, répétai-je. Et as-tu communiqué avec elle avant son retour? Silence. C'était un autre type de silence. C'était le silence de quelqu'un frappé à un endroit sensible qui n'avait pas eu le temps d'inventer un mensonge mais avait peur d'avouer. Un autre bloc de glace s'installa dans ma poitrine. Tu l'as fait, je répondis pour lui, et plus d'une fois. Éléonore. Deuxième question. Je l'interrompis. Il y a 3 jours, lundi soir. Où étais-tu? J'étais sur la base à préparer l'exercice. Es-tu sûr? Ma voix changea enfin. Un sourire glacial apparut. Louis, réfléchis bien. Te souviens-tu de chaque minute de ce lundi? Où étais-tu à 21h30? Et avec qui? Un autre long silence, plus long que le précédent. Puis sa voix devint basse, pleine de la défensive d'un homme acculé. Me fais-tu suivre? Te faire suivre? Je ris, et le son gratta même mes propres oreilles. Louis, vaux-tu même la peine d'être suivi? Tu ne sais même pas quel péché tu as à ton actif. Rien ne s'est passé entre nous, il lâcha, et immédiatement il vacilla car cette phrase équivalait à un aveu. Ma main tremblait en tenant le téléphone, mais ma voix resta ferme. Ai-je mentionné le nom de Coralie? Tu as été si rapide à le prendre personnellement. Éléonore, tu me provoques. Je ne te provoque pas. Je dis que si ça te va, porte-le. J'entendis sa respiration lourde à l'autre bout du fil. Il semblait qu'il faisait les 100 pas nerveusement dans son bureau. Puis les pas s'arrêtèrent et sa voix s'adoucit. Éléonore, j'avoue l'avoir vue quelques fois, mais nous ne faisions que rattraper le temps perdu. Nous avons grandi ensemble. Elle est revenue, m'a invité à dîner. Comment aurais-je pu refuser? S'il te plaît, n'invente rien. Toi et Léo êtes les seuls dans mon cœur. Rattraper le temps perdu. M'a invité à dîner. Toi et Léo êtes les seuls dans mon cœur. Des phrases si familières. Dans chaque feuilleton bon marché, le mari infidèle dit exactement cela. Louis, dis-je, sais-tu ce que Léo a demandé hier? Il fut pris de court. Qu'est-ce que Léo a demandé? Il a demandé si papa nous aimait toujours. Silence à l'autre bout. Et il a aussi dit qu'il ne voulait plus aller voir papa. J'ai continué. Il n'a que 4 ans. Il comprend tout. Quand tu as ordonné à ton aide de ne pas me laisser entrer, as-tu pensé au fait que ton fils était là? As-tu pensé à ce que ça lui ferait de voir sa propre mère refoulée à la porte? La voix de Louis se brisa enfin de culpabilité. Je n'y ai pas pensé à ce moment-là. Éléonore, je suis désolé. Je ne voulais vraiment pas te faire de mal. Ça n'a plus d'importance. Je le coupais. Tu n'as plus d'importance. Je raccrochai, éteignis le téléphone et le jetai sur le lit. Sur la table de nuit se trouvait l'accord de transfert d'actions que j'avais oublié de ranger hier. Je tournai la dernière page. La signature de mon père était toujours là. L'encre avait légèrement pâli, mais les lignes étaient toujours claires. Papa,
tu as dit que les filles de la famille Mercier ne devraient jamais avoir à subir d'insultes, dis-je doucement. Tu es parti, mais je ne me laisserai pas humilier. Je rallumai le téléphone et appelai Anne. Anne, écris-moi les termes de cet accord de profit point par point. Je veux connaître les conséquences exactes de leur non-respect. Maximum de détails. Déjà fait. La voix de ma sœur était professionnelle comme toujours. Il y a 3 ans, lorsque Nicolas a injecté les 60 millions d'euros, les Dubois ont signé un contrat. Ils se sont engagés à atteindre un bénéfice net d'au moins 80 millions d'euros dans les 3 ans. Mais selon les rapports que j'ai tirés hier, leur profit cumulé pour les 3 ans n'est que de 43 millions d'euros. Ils n'ont même pas atteint la moitié. La pénalité est un rachat total. La société Mercier a le droit d'exiger que les Dubois rachètent toutes les actions appartenant à la société au prix d'origine, plus de payer une pénalité de 20% dans les 90 jours. Si les Dubois ne trouvent pas l'argent, nous prendrons tous les actifs de l'entreprise. Anne fit une pause et une note prédatrice entra dans sa voix. J'ai déjà fait le calcul hier. 60 millions d'euros de principal plus une pénalité de 20%. Cela fait 72 millions d'euros. Dans leur état actuel, ils ne pourraient même pas en rassembler 10. Excellent, dis-je, fais une chose de plus. Consolide en un seul document toutes les ressources, projets, prêts et garanties qu'ils ont reçus de nous au cours des 3 dernières années. Spécifie les montants, les dates et les parties responsables. Pourquoi faire ? Pour que tout le monde puisse voir comment la famille Dubois a prospéré grâce à la famille Mercier et comment ils nous ont remboursés. Silence à l'autre bout. Éléonore. La voix d'Anne se réchauffa de manière inattendue. As-tu bien réfléchi ? Si tu franchis cette étape, il n'y a plus de retour possible vers Louis. Anne, répondis-je. Quand il a donné l'ordre de ne pas me laisser entrer, le chemin du retour était déjà fermé. Anne n'essaya pas de me dissuader davantage. Les femmes de notre famille ne vous demandent jamais de regarder en arrière. Les documents seront avec toi après le déjeuner, dit-elle et raccrocha. Je suis allé à la cuisine pour préparer le petit déjeuner de Léo. J'ai fait frire un œuf, fait du pain grillé et réchauffé du lait. Léo est monté seul dans sa chaise haute et a attendu patiemment. Maman, allons-nous à la garderie aujourd'hui ? Oui. Je plaçai une assiette devant lui. Mange bien, et maman t'emmènera. Léo prit une bouchée de pain grillé, se remplit les joues et marmonna indistinctement, maman, un homme a appelé le téléphone de la maison hier. Je me figeai, quel homme ? Il a dit qu'il s'appelait Sergent Martin. Qu'il travaille avec papa. Il a demandé si maman était à la maison. J'ai dit que maman me couchait et il a raccroché. Sergent Martin, l'aide de Louis, celui-là même qui avait transmis son ordre hier. Pourquoi appelait-il chez nous ? Je m'assis, essayant d'avoir l'air naturel. Léo, l'homme a-t-il dit autre chose ? Non, Léo secoua la tête. Il a juste demandé si maman était à la maison. Je me levai. Une sonnette d'alarme retentit en moi. Le sergent n'aurait pas appelé de sa propre initiative. Il ne fait que suivre les ordres de Louis. Louis lui avait dit d'appeler pour vérifier quelque chose, pour voir si j'étais à la maison, pour vérifier si j'étais allé quelque part, ou essayait-il de se couvrir au cas où je commencerais à fouiller. Je suis allé dans la chambre et j'ai commencé à fouiller la maison. Les placards, les tiroirs, les étagères du bureau. J'ai cherché pendant une demi-heure. Dans le tiroir le plus bas du bureau, j'ai trouvé une enveloppe non scellée. À l'intérieur se trouvaient plusieurs feuilles de papier. Je les ai sorties. C'était une police d'assurance. Preneur d'assurance, Louis Dubois. Assuré, Louis Dubois. Bénéficiaire, Coralie Lefebvre. J'ai lu la police 3 fois. Date d'émission, il y a 3 mois. Montant de l'assurance, 2 millions d'euros. Bénéficiaire, Coralie Lefebvre. Dans le champ, relation avec l'assuré, il était écrit, ami. Il avait une femme. Il avait un fils de 4 ans. Et la bénéficiaire était une amie. Mes mains tremblaient en tenant la police. Non pas de peur, mais d'un froid profond. Il y a 3 mois, il rentrait chez lui tous les soirs comme une horloge. Parfois il restait tard. Parfois il partait en voyage d'affaires. Tout semblait normal. La seule différence était qu'il y a 3 mois, il avait souscrit une nouvelle police d'assurance vie,
y inscrivant le nom d'une autre femme. J'ai photographié la police et l'ai envoyé à Anne. Elle répondit instantanément. Je viens de trouver ça à la maison, tapais-je, mes doigts me faisant mal à force de presser. Louis a souscrit une police d'assurance vie. La bénéficiaire est Coralie Lefebvre. Anne ne répondit pas immédiatement. Environ 3 minutes plus tard, elle rappela. Éléonore, ne fais rien pour l'instant. Sa voix était froide comme de l'acier. Remets la police en place. Ne les effraie pas. J'ai déjà donné instruction aux avocats de récupérer tous les contrats des Dubois. Notre meilleur avocat spécialisé en divorce te contactera après le déjeuner. Tu n'as qu'une chose à faire. Découvre quels autres actifs Louis a pu transférer. D'accord. Et une chose de plus, elle fit une pause. Alex a dit qu'il avait déjà appelé le supérieur de Louis ce matin. Tout le matériel et le financement fournis par la société Mercier pour son exercice d'entraînement sont retirés à compter d'aujourd'hui. S'il conserve son commandement, c'est à lui de le découvrir. Je raccrochai, remis la police dans l'enveloppe et la plaçai exactement là où je l'avais trouvée. Puis j'emmenai Léo à la garderie. Dans la voiture, Léo était assis dans son siège auto, balançant ses jambes et fredonnant une chanson. La lumière du soleil filtrait par la fenêtre sur ses joues joufflues. Ses cils étaient longs et recourbés comme des éventails. En le regardant dans le rétroviseur, je me souvins du jour où je l'avais tenu pour la première fois, il y a 4 ans. Si petit, si doux, pleurant comme un chaton aveugle. Louis s'était tenu près du lit d'hôpital, le tenant maladroitement, les yeux rougis. Il avait dit, « Éléonore, merci. » Il avait dit qu'il prendrait soin de moi pour le reste de sa vie, que notre fils serait l'enfant le plus heureux du monde. 4 ans s'étaient écoulés, et l'homme qui avait promis de prendre soin de moi pour la vie avait écrit le nom d'une autre femme sur une police d'assurance. Après la garderie, je ne rentrai pas chez moi. Je me rendis directement au siège de la société Mercier dans le quartier financier de la capitale. Le bureau de mon frère aîné était au dernier étage. Des fenêtres panoramiques sur 3 côtés offraient une vue sur toute la ville. Quand j'entrai, Nicolas était au téléphone. Me voyant, il me fit signe de m'asseoir sur le canapé. Son bureau était rempli de documents et un diagramme complexe de la structure actionnariale brillait sur son moniteur. Terminant son appel, Nicolas vint s'asseoir en face de moi. Les avocats ont terminé avec Coralie Lefebvre. Il alla droit au but, poussant un dossier vers moi. Pendant ses années à l'étranger, ses projets de recherche étaient étroitement liés au développement militaire étranger. Quand elle est revenue à Paris, elle a trouvé un emploi dans une entreprise dont le principal actionnaire est un lointain parent de Louis Dubois. J'ouvris le dossier et commençai à lire. La partie la plus importante est ici. Nicolas tourna la dernière page et désigna un paragraphe. Le projet que Coralie dirige actuellement est un accord de coopération technologique avec la base de Louis. Le montant du contrat est de 80 millions d'euros, mais selon nos données, les capacités technologiques réelles de son entreprise ne valent nulle part cette somme. Vous dites qu'ils blanchissent de l'argent à travers ce contrat. Le regard de Nicolas devint lourd. Et qui, selon toi, le fait? Tout s'emboîta instantanément dans ma tête. Le retour de Coralie, le projet de base dirigé par Louis, le contrat technologique de 80 millions d'euros, l'entreprise de Coralie. Ces points se connectaient en une ligne droite pointant directement vers Louis Dubois. Nicolas, est-ce une preuve suffisante? Nicolas me regarda, un léger sourire aux lèvres, exactement comme Alex. Le sourire spécifique des hommes Mercier, froid et confiant. Pas encore, dit-il. Mais ajoute l'accord de profit. Ajoute la police d'assurance. Ajoute la révocation des investissements d'aujourd'hui. Les Dubois ne tiendront pas 3 jours. Son téléphone sonna. Nicolas répondit, écouta quelques secondes, et son sourire s'élargit. Raccrochant, il dit, le père de Louis est là. Faisant une scène dans le hall principal au rez-de-chaussée. Pourquoi est-il venu? Pourquoi d'autres? Pour implorer pitié, Nicolas se leva et ajusta ses manchettes. Allons jeter un coup d'œil. Alors que nous descendions en ascenseur, Nicolas me regarda. Pas effrayé. Je secouai la tête. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Monsieur Henri Dubois se tenait au milieu de l'immense hall, flanqué de 2 gardes de sécurité. Il portait une chemise froissée, son visage était trempé de sueur, ses cheveux en bataille.
Il avait l'air complètement différent de l'homme respectable que je connaissais. Me voyant sortir de l'ascenseur, il se précipita vers moi. « Éléonore, Éléonore, ma chère, parle à ton frère. Tu ne peux pas simplement retirer les fonds. Si la construction s'arrête, notre famille est finie. » Sa voix était rauque et brisée. Je sais que Louis a fait une erreur. Je vais lui faire entendre raison, mais tu ne peux pas faire ça. Monsieur Dubois. Je l'interrompis calmement, sans émotion. Vous dites que Louis a fait une erreur. De quelle manière exactement a-t-il fait une erreur? L'aîné Dubois fut stupéfait. Il ne trouva pas de réponse. Nicolas intervint, parlant aussi décontracté que s'il discutait de la météo, parce qu'avant de venir ici, il a appelé Louis. Et qu'est-ce que Louis a dit? Qu'il n'avait rien fait de mal. Et que ma sœur ne fait qu'une montagne d'une taupinière. Le visage de Henri pâlit. Vous, père et fils, avez décidé que parce qu'une fille de la famille Mercier a épousé l'un des vôtres, elle est devenue votre propriété. Que vous pouviez la traiter comme bon vous semble. Nicolas fit un pas en avant. Il était une tête de plus que l'aîné Dubois et le regarda de haut. Monsieur Dubois, vous êtes un homme d'affaires. En affaires, tout doit être réciproque. Vous avez tout pris au Mercier et en retour vous avez maltraité notre sœur. Pensiez-vous qu'une telle affaire à bas prix existait dans ce monde? Les lèvres de Henri tremblèrent. Et une autre chose. Nicolas prit un document d'un assistant et le tendit à Dubois. Ceci est l'accord de financement d'il y a 3 ans. Les 3 ans sont écoulés. Votre profit est inférieur de 37 millions d'euros à l'objectif. Selon le contrat, vous êtes obligé de racheter la participation de la société Mercier dans les 90 jours et de payer une pénalité de 20%. Cela représente 72 millions d'euros. Henri prit le document de ses mains tremblantes. Le papier bruissait bruyamment. 72 millions. Où allons-nous trouver cet argent? Alors nous procéderons conformément au contrat. La voix de Nicolas était complètement dénuée d'émotion. La société Mercier saisira tous les actifs de votre entreprise. Henri chancela comme s'il avait reçu un coup de poing dans la poitrine. Il regarda Nicolas, puis moi. Ses lèvres tremblèrent longtemps avant qu'il ne s'exprime. « Éléonore, tu ne peux pas faire ça. Tu es notre belle-fille. » Je regardai son visage vieilli et désespéré. Il n'y avait pas la moindre pitié dans mon âme. « Monsieur Dubois, dis-je, quand Louis a ordonné de ne pas me laisser entrer, pensait-il que j'étais votre belle-fille ?» Dubois ne put répondre. Quand il a écrit le nom de Coralie Lefebvre comme bénéficiaire sur une police d'assurance, pensait-il que j'étais son épouse? Les yeux de Henri s'écarquillèrent sous le choc. Apparemment, il n'était pas au courant. Votre famille ne m'a jamais considéré comme l'une des vôtres depuis le début, j'articulai chaque mot, alors ne demandez pas de pitié. Je me retournai et me dirigeai vers l'ascenseur. Alors que les portes se fermaient, j'entendis l'aîné Dubois crier quelque chose après moi, mais l'insonorisation de l'ascenseur était parfaite. Nicolas se tenait à côté de moi. Après un moment de silence, il dit, « L'avocat te contactera après le déjeuner. As-tu réfléchi au terme du divorce? » Je n'ai pas besoin de réfléchir. J'ai déjà tout décidé. Et Léo, que feras-tu de la garde? La garde est à moi seul. Je regardais les chiffres changer sur l'affichage de l'ascenseur. Louis Dubois ne peut même pas en rêver. Lorsque je suis rentré, il faisait soir. Je me suis assise dans le salon, une pile de papiers devant moi. Contrat, la police d'assurance, l'enquête sur Coralie, les relevés financiers des Dubois. Chaque papier était comme un couteau, et ils étaient tous pointés vers une seule personne. Dehors, il faisait nuit. Les lumières de la ville commencèrent à scintiller une par une. Le téléphone sonna. Mon frère cadet, Alex. Éléonore. La phase 1 du nettoyage est terminée. Sa voix était ferme et confiante. Tous les comptes de Louis liés à notre société sont gelés. Le financement de ses projets militaires a été révoqué. Le commandement principal est déjà au courant. Ils ont tenu une réunion d'urgence cet après-midi et Louis a été convoqué. Alex fit une pause. Son autorité de capitaine de base a été temporairement suspendue en attendant l'enquête. Suspendu. Le statut même de capitaine de base pour lequel il partait tôt le matin et rentrait tard le soir, qui était plus important pour lui que moi et son fils.
Le statut même qui lui avait permis d'amener son ami d'enfance sur la base et lui avait donné l'audace de refouler sa propre femme à l'entrée. Alex, dis-je, ce n'est pas suffisant. À l'autre bout de la ligne, Alex laissa échapper un rire court et dur. Bien sûr que ce n'est pas suffisant, dit-il. Ce n'est que la première étape. Regarde bien, petite sœur. Je n'eus pas à attendre longtemps. Le lendemain matin, un appel arriva d'un numéro inconnu. Bonjour, est-ce Madame Éléonore Dubois? La voix appartenait à un homme d'âge mûr. Le ton était officiel, mais avait une qualité obséquieuse. C'est le colonel Moreau du bureau de commandement de la base. Demain à 10 heures, nous organiserons une cérémonie officielle pour honorer les officiers distingués. Le colonel Dubois figure parmi les lauréats. Nous souhaitons vous inviter à y assister en tant que son épouse. Cela vous conviendrait-il? Une cérémonie officielle? Un officier distingué? Un lauréat? Je tins le téléphone et faillis éclater de rire. Colonel, répondis-je, je serai absolument présente. Après avoir raccroché, je m'assis sur le canapé. Le soleil brillant à l'extérieur, jetant une lumière dorée sur le parquet. Léo était déjà à la garderie. La maison était silencieuse, sauf le ronronnement du réfrigérateur. Je me levai et allai à mon dressing. Tout au fond pendait une robe que je n'avais jamais portée, une robe de soirée en velours émeraude, un cadeau de ma sœur Anne pour mon mariage. Elle avait dit à l'époque, les filles de la famille Mercier doivent avoir une tenue dans laquelle elles peuvent marcher sur n'importe quel champ de bataille avec dignité. Pendant 4 ans, je n'avais trouvé aucune occasion de la porter. Je sortis la robe, la suspendis devant le miroir et la regardai longuement. L'occasion était arrivée. Le lendemain matin, je déposai Léo à la garderie. Alors qu'il sortait de la voiture, il s'accrocha à mon cou. « Maman, qui vient me chercher aujourd'hui ? Maman sera là. » Je lui embrassai le front. « Maman sera absolument là. » Léo tendit son petit doigt. J'accrochai le mien au sien. Sur le chemin de la base, j'allumai de la musique. Pas du rock agressif, mais une très vieille chanson, celle que mon père aimait le plus écouter. Le paysage urbain défilait par la fenêtre. Mon cœur battait régulièrement et calmement. Au poste de contrôle de la porte principale, le garde vérifia ma pièce d'identité et salua. « Bonjour, Madame Dubois. Veuillez procéder. » J'entrai, mes talons claquants. L'ourlet de la robe en velours émeraude tombait à mes chevilles, chatoyant à chaque pas. Les officiers qui passaient se retournaient pour regarder, mais je m'en moquais. Je marchais lentement et avec assurance. L'auditorium était immense et rempli de personnes en uniforme. Une banderole était accrochée sur la scène, cérémonie de remise des prix de la base. De loin, je vis Louis. Il était assis au 3e rang, côté couloir, dans son uniforme de cérémonie. Les épaulettes sur ses épaules brillaient sous les lumières. Il ne m'avait pas encore remarqué. Je me dirigeais vers la section réservée aux familles d'officiers. Des femmes et des enfants y étaient assis. Quelqu'un me reconnut et commença à chuchoter. « Regardez, c'est la femme du colonel Dubois, la fille des Mercier. On dit que son frère cadet est le général de corps d'armée et que son frère aîné dirige cette immense société. Le colonel Dubois a vraiment eu de la chance. » De la chance. Je trouvai un siège vide au tout dernier rang. Avant de m'asseoir, mon regard se posa sur une porte latérale près de la scène. La porte était entr'ouverte et quelques personnes se tenaient là. Une silhouette était très familière. Coralie Lefebvre. Elle était là aussi. Je détournai le regard et m'assis bien droite. La femme à côté de moi se pencha. « Vous êtes Madame Dubois, n'est-ce pas ? C'est une belle robe. » Je lui souris. « Merci. J'ai vu la liste des lauréats, » continua-t-elle. « Votre mari reçoit le prix le plus important. On dit que son projet de coopération technologique est le plus important de la base cette année. » Vraiment ? Je continuai de sourire. C'est en effet une réalisation exceptionnelle. La cérémonie commença. Discours des dirigeants, rapport, vague d'applaudissements. Le nom de Louis Dubois fut mentionné plusieurs fois, et à chaque fois la salle applaudit. Il était assis le dos droit, son profil ferme et confiant. Je le regardai et me souvins de notre première rencontre il y a 4 ans.
Il s'était tenu exactement comme ça en uniforme dans une foule, semblant rayonner de lumière. Mon père l'avait désigné et avait dit, « Éléonore, ce jeune homme ira loin. Papa, si tu me regardes du ciel, tu vas être déçu aujourd'hui. » Et maintenant, quelques mots du capitaine de base, le colonel Louis Dubois. Un tonnerre d'applaudissements. Louis se leva, boutonna le bouton du haut de son uniforme et marcha d'un pas sec vers le podium. Il se tint devant le microphone, parcourut la salle du regard, un sourire poli aux lèvres. « Officiers honorés, chers collègues officiers. » Sa voix basse remplit la salle. « C'est un grand honneur de me tenir ici. Le succès de notre projet n'aurait pas été possible sans le soutien du commandement et le travail dévoué de mes subordonnés. » Il fit une pause. « Et aussi, sans la pleine coopération de mademoiselle Coralie Lefebvre en tant que chef de projet, elle a apporté des technologies de pointe de l'étranger, apportant une contribution cruciale à la modernisation de nos équipements. Je tiens à lui exprimer ma sincère gratitude. » La salle applaudit à nouveau. Assise au dernier rang, je tapais lentement dans mes mains 3 fois, puis je me levai. Le velours émeraude chatoyait froidement sous les projecteurs. Je commençais à marcher dans l'allée vers la scène. Clac, clac, clac. Mes talons résonnaient sur le sol en pierre, net et mesuré. Les gens commencèrent à se retourner. D'abord un, puis des dizaines. Louis parlait toujours dans le microphone, mais sa voix vacilla soudainement et s'interrompit. Il me vit. Son visage changea 3 fois en une fraction de seconde. Surprise, panique, puis une tentative de retrouver son calme. Il serra le pied du microphone si fort que ses jointures blanchirent. Je ne m'arrêtai pas. Je passai devant les rangées, devant les centaines d'yeux fixés sur moi. Un murmure parcourut la salle. Les gens tendaient le cou, essayant de comprendre ce qui se passait. J'atteignis la scène et m'arrêtai. Toute l'attention était sur moi. Les officiers sur l'estrade échangèrent des regards perplexes. Un silence tendu tomba sur la salle comme le moment avant un orage. Éléonore, Louis ouvrit la bouche. Le microphone était allumé et sa voix étouffée résonna dans la salle. « Que fais-tu ici ?» Je ne lui répondis pas. Je me tournai pour faire face à la salle, aux centaines d'yeux. Officiers honorés, estimés officiers. Ma voix n'était pas forte, mais dans le silence absolu, chaque mot parvint au dernier rang. Je suis l'épouse de Louis Dubois, Éléonore Mercier. Un murmure grandit dans la salle. Il est peut-être déplacé que je prenne la parole ici, mais il y a des choses que j'ai gardées en moi trop longtemps. Ma voix était ferme, comme si je racontais l'histoire de quelqu'un d'autre. Vous venez d'entendre le colonel Dubois remercier Coralie Lefebvre. À la mention de son nom, le murmure s'intensifia. Coralie Lefebvre est en effet son amie d'enfance, continuai-je. Ils ont grandi ensemble sur la même base. Et le colonel Dubois ne m'a jamais caché leur forte amitié. Le visage de Louis se tordit. Il fit un pas en avant et siffla. Éléonore, descends de là. Nous en parlerons à la maison. Je lui jetai un bref coup d'œil, et ce regard le fit reculer involontairement d'un pas, mais il m'a caché autre chose. Je sortis mon téléphone de mon sac. Par exemple, combien de fois il l'a vu depuis son retour? Ou le fait qu'après 4 ans de mariage, il a souscrit une police d'assurance vie de 2 millions d'euros où le bénéficiaire n'est pas son fils de 4 ans et non son épouse, mais cette même amie d'enfance. Je levai mon téléphone. L'écran montrait la photo de la police d'assurance. La salle éclata. Quelle assurance? La bénéficiaire est Lefebvre. Pas possible. Ça ne peut pas être vrai. Le visage de Louis devint livide. En 2 bonds, il fut devant moi, tendant la main vers mon téléphone. Je reculai. Il rata, trébucha. Les pans de son uniforme de cérémonie s'envolèrent absurdement. « Éléonore » cria-t-il, la voix empreinte de panique. « Pas ici. »« Quoi? Pas ici ?» Je haussai le ton. « Louis, il y a 2 jours, je suis venu à l'entrée principale avec notre fils pour t'apporter le déjeuner. Tu as ordonné à ton aide de ne pas nous laisser entrer parce que ton ami d'enfance était à l'intérieur. Sous une chaleur torride, ton fils est resté au soleil et a demandé « Maman, papa ne nous aime plus ?» La salle devint instantanément silencieuse. C'était le silence de mort de centaines de personnes retenant leur souffle. La pomme d'Adam de Louis tressaillit.
Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais sous le regard de centaines d'yeux, ses lèvres semblaient collées. J'ai grandi dans la famille Mercier. Mes parents m'ont appris l'équité. Je balayais la salle du regard. Je ne listerai pas tout ce que la famille Dubois a reçu de nous au fil des ans. 12 contrats de construction pour 250 millions d'euros. 37 fournisseurs, garantie bancaire pour 85 millions d'euros. Il y a 3 ans, l'entreprise de la famille Dubois a failli faire faillite, et c'est mon frère aîné qui a injecté 60 millions d'euros pour la sauver. Je fis une pause. 60 millions d'euros dureraient 10 vies à une famille ordinaire. Nous avons donné cet argent sans hésiter parce que Louis était mon mari. Mais comment nous ont-ils remboursé? Je sortis un deuxième document. Avec cet investissement est venu un contrat. En 3 ans, les profits des Dubois n'ont même pas atteint la moitié de l'objectif. Selon le contrat, ils doivent maintenant 72 millions d'euros à la société Mercier. Quelqu'un dans la salle halta. Ils n'ont pas cet argent, affirmai-je, articulant chaque mot. Mais la famille Mercier ne les a pas écrasés. Nous ne voulions pas me mettre au milieu. Et qu'a fait Louis? Je me tournai vers lui. Il se tenait sur la scène sous les projecteurs, la sueur perlant sur son front. Son uniforme était toujours parfaitement repassé, mais lui-même avait l'air d'avoir été privé de sa colonne vertébrale. Il pouvait à peine se tenir debout. L'un des officiers supérieurs sur l'estrade se leva, le visage assombri par la colère. « Dubois, ce que dit votre femme est-il vrai ?» Louis ne répondit pas. Il me regarda avec un regard qui mêlait peur, colère, humiliation et supplication. Et une chose de plus, j'ouvris un fichier audio sur mon téléphone. C'est un enregistrement d'une conversation d'hier entre Coralie Lefebvre et Louis Dubois. Je ne sais pas comment cet enregistrement s'est retrouvé sur mon téléphone. Peut-être que quelqu'un a été trop dégoûté de voir tout ça. Je me retournai vers le public. Estimez-vous officier, voudriez-vous écouter? Le visage de Louis devint gris. Éléonore. Il fit un pas vers moi. Une supplication dans sa voix que je n'avais jamais entendue auparavant. Ne fais pas ça. J'appuyai sur lecture. La voix de Coralie ronronna de mon téléphone. Le microphone la capta et la diffusa par les haut-parleurs dans toute la salle. Douce, câline, délibérément intime. Louis, ta femme ne va pas être en colère à cause de ce qui s'est passé à l'entrée, n'est-ce pas? J'étais vraiment juste là pour le travail. Je ne savais pas qu'elle venait. Si j'avais su, je ne serais pas venu. Puis vint la voix de Louis. Fatiguée. Rassurante. C'est bon, Éléonore. C'est juste elle. Ne t'inquiète pas. Mais elle a versé la soupe. Je voulais expliquer et elle n'a même pas écouté. Louis, honnêtement, supportes-tu aussi ses caprices à la maison? Assez. Ne parle pas d'elle. Puis, un court silence et la voix de Coralie, encore plus douce, avec un léger rire. Louis, dis-moi, si je n'étais pas parti à l'étranger à l'époque, serais-je à tes côtés maintenant? Aucune réponse de Louis ne vint des haut-parleurs, seulement le silence. Et ce silence était plus éloquent que n'importe quel mot. L'enregistrement se termina. Le silence était tel dans la salle qu'on aurait pu entendre une épingle tomber. Des centaines d'yeux fixèrent Louis. Ses lèvres tremblaient. Ses doigts tremblaient. Il me regarda comme si tout son monde s'était effondré, ne laissant que la peur brute et nue du déshonneur public. Je rangeai le téléphone. Ma voix était aussi calme que de l'eau immobile. Louis, tu as dit que tu prendrais soin de moi, que tu nous donnerais, à notre fils et à moi, une famille complète. Et qu'as-tu fait? Tu as ordonné qu'on ne me laisse pas entrer. Tu as mis le nom d'une autre femme sur une police d'assurance. Tu es resté silencieux quand elle a demandé si elle aurait pu être à ma place parce que dans ton cœur tu avais déjà répondu à cette question. Je levai la main et retirai l'alliance en diamant de mon doigt. Devant tout le monde, je la posai sur la table de l'estrade. Clic. Le son était discret, mais le microphone l'amplifia dans toute la salle. Colonel Louis Dubois, je n'ai plus aucune utilité pour vous. Un grondement traversa la salle. Certaines personnes sautèrent sur leurs pieds. D'autres prirent des photos avec leur téléphone. Certains crièrent d'indignation. La pièce bouillonnait comme un chaudron. L'officier supérieur de l'estrade, le visage sombre, s'approcha de Louis et cracha entre ses dents. Dubois,
expliquez-vous. Immédiatement. Louis resta immobile. Il me regarda. Son regard contenait tout. Humiliation, rage, un refus d'accepter ce qui se passait. Ses lèvres bougeaient, mais il ne pouvait émettre aucun son. Je savais ce qu'il voulait dire. Éléonore, tu ne peux pas faire ça. C'est une base militaire. C'est mon unité. Tu vas détruire ma carrière. Mais il resta silencieux parce que chaque mot que j'avais prononcé était vrai. Le chaos éclata dans la salle. Des subordonnés se précipitèrent pour rétablir l'ordre. Quelqu'un essaya d'intervenir. Au milieu du bruit, je me tournai vers le public et fis une légère révérence. Le geste fit taire tout le monde une seconde. Honorable camarade, ma voix était stable. Je m'excuse d'interrompre votre cérémonie, mais j'assume l'entière responsabilité de chaque mot que j'ai prononcé. Toutes les preuves ont déjà été transmises à l'inspecteur général et au service de renseignement militaire. Que la loi et la hiérarchie décident qui a raison. Je me redressai et jetai un dernier regard à Louis. Au revoir, colonel. Je me retournai et me dirigeai vers la sortie. L'ourlet en velours de ma robe se balançait au rythme de mes pas. Mes talons claquaient sur le sol. Clac clac clac. Chaque son était aussi clair et dur qu'un verdict final. Derrière moi, je laissais une salle bourdonnante, les cris des supérieurs, les clics des appareils photo et les chuchotements interminables de centaines de personnes. Quelqu'un appela mon nom, mais je ne me retournai pas. Quand je sortis de l'auditorium, le soleil de juillet frappa mon visage. Si chaud qu'il me fit pleurer, mais je ne pleurais pas. Je marchais sur le chemin bordé d'arbres jusqu'au parking. De grands bouleaux bruissaient au vent. Des soldats inconnus qui passaient me regardaient avec surprise. J'atteignis ma voiture, ouvris la porte et montai. Dès que la porte se ferma, tout le bruit du monde extérieur disparut. Je m'assis derrière le volant, les mains sur le volant, et regardai droit devant moi. Après un long moment, je baissai la tête sur le volant et couvris mon visage de mes mains. Le téléphone sonna. C'était ma sœur, Anne. Éléonore, mon frère vient d'avoir la nouvelle. La voix d'Anne était emplie d'un triomphe non dissimulé. La récompense de Louis a été annulée sur le champ. Des personnes de l'IG et des services de renseignement ont déjà commencé les interrogatoires préliminaires. Son autorité de commandement est suspendue et ce projet technologique avec Coralie est également gelé. Bien, répondis-je. Et une autre chose, Anne fit une pause. Le fisc et la brigade financière de la police judiciaire viennent de perquisitionner l'entreprise de Coralie. Nicolas a dit que les pistes financières sales qu'ils ont trouvées lui garantissent au moins quelques années de prison. Je comprends, répétai-je. Comment vas-tu? Je vais bien. Je levai la tête et démarrai le moteur. Je vais chercher Léo à la garderie. Le moteur grondait, stable et puissant. Je mis la voiture en marche avant, appuyai sur l'accélérateur et sortis lentement des portes de la base. Dans le rétroviseur, ces portes rapetissaient de plus en plus. Cette fois, personne ne m'arrêta. Sur le chemin de la garderie, Anne rappela. Éléonore, il y a une mise à jour de l'audit fiscal. Sa voix tremblait d'excitation. Une sœur montrait rarement une telle émotion, ce qui signifiait que la nouvelle était vraiment significative. Les comptes de l'entreprise de Coralie avaient les 80 millions d'euros du contrat gouvernemental, mais les mouvements de fonds sont complètement illégaux. 3 millions d'euros sont allés à un compte offshore classifié, et 500 000 euros supplémentaires ont été transférés sur son compte personnel. Est-ce suffisant pour la prison? Pour la prison? Anne ricana. C'est un crime en col blanc majeur. Nous parlons de 10 ans de prison fédérale, au minimum. Pas suffisant, dis-je. Anne resta silencieuse une seconde. Tu as autre chose? Oui. Je serrai le volant, m'arrêtant à un feu rouge près de la garderie. Nicolas a mentionné son passé sombre à l'étranger. Je veux savoir à quel point il est sombre. Nicolas y travaille. Il dit qu'il aura quelque chose d'ici aujourd'hui. Dis-lui que j'en ai besoin avant la fin de la journée. Le feu passa au vert et je me garai sur le parking de la garderie. Le groupe de Léo était au 3e étage. Je montai et le vis par la fenêtre de la porte, dessinant diligemment à une petite table, le bout de sa langue dépassait alors qu'il serrait un crayon. La maîtresse vint à moi et dit doucement, Léo a dessiné un portrait de famille aujourd'hui.
Il a dit qu'il allait le donner à sa maman. Un portrait de famille. Je pris le papier. Dessus se trouvaient 3 figures grossièrement dessinées. Une grande, une plus petite et une minuscule entre elles. Elles avaient toutes des sourires comme des croissants de lune inversés, mais il n'y avait que 3 figures, maman, Léo et un chien. Où est papa, demandai-je plus tard à Léo. Il secoua la tête et répondit de sa voix enfantine. Papa a fait pleurer maman. Je ne veux plus de papa. Je le soulevai, enfouissant mon visage dans sa petite épaule. Il sentait le savon pour bébé et cette odeur laiteuse spéciale qui vous picote le nez. Rentrons à la maison. De retour à la maison, j'ai changé Léo, l'ai installé avec des blocs de construction dans le salon, et je suis allé à mon bureau pour ouvrir l'ordinateur portable. Il y avait un email de mon frère aîné, Nicolas. Objet, Coralie Lefebvre. J'ouvris la pièce jointe, un dossier énorme. Je fis défiler jusqu'à ce que je m'arrête à la 3e page. C'était un scan d'un document étranger datant d'il y a 5 ans avec le logo d'un institut de recherche européen. Coralie Lefebvre était répertoriée comme le 4e membre de l'équipe de développement. Le titre du projet était encerclé en rouge par Nicolas, exportation de technologies de matériaux de qualité militaire. Je fis défiler plus loin. Un 2e document, une déclaration en douane. Dans les 3 mois précédant son retour aux États-Unis, Coralie avait volé 4 fois vers un pays sous strict contrôle international pour les technologies militaires. Un 3e document, un email, expéditeur, Coralie, destinataire, une adresse anonyme à l'étranger. L'email contenait la phrase « Des échantillons ont été envoyés par un tiers ». Je relus les documents 3 fois, puis composai le numéro de Nicolas. Nicolas, j'ai tout vu. La voix de mon frère était glaciale, mais je pouvais sentir la rage bouillonner en dessous. Qu'en penses-tu? Elle ne gère pas une entreprise. Elle se livre à de l'espionnage industriel. Une pause à l'autre bout. Lorsque Nicolas parla, les mots semblèrent sortir de dents serrées. Tu as raison. Son projet à l'étranger figure sur les listes de sanctions. Juste avant son retour, des échantillons de matériaux critiques ont disparu de ce laboratoire. Interpol enquête toujours et elle a introduit cela dans la base de Louis Dubois. Ou plutôt, via le contrat technologique de Louis, elle a intégré ses développements dans la logistique militaire. Nicolas prit une inspiration. Comprends-tu ce que cela signifie? Bien sûr, cela signifie que Louis Dubois n'a pas seulement trompé sa femme. Il a été utilisé. La femme qui se cache derrière le titre d'ami d'enfance l'a utilisé comme tremplin pour faire passer quelque chose d'interdit dans un endroit où c'est interdit. Louis était-il au courant, demandai-je. D'après les documents, probablement pas, répondit Nicolas. Mais l'ignorance n'est pas une excuse. Il est le chef de projet. Toutes les approbations sont passées par lui. S'il a été aveuglé par des sentiments et a fermé les yeux sur la diligence raisonnable, il devra en répondre. Nicolas, est-ce suffisant pour une affaire criminelle? Plus que suffisant. Mais il y a un problème. Quoi? La juridiction. Cela implique des installations militaires et la sécurité nationale. Les forces de l'ordre ordinaire sont impuissantes ici. Pour arrêter Coralie, la police judiciaire et les services de renseignement militaire doivent s'impliquer. Alex peut-il arranger ça? Nicolas resta silencieux un instant, puis ricana. Ton frère cadet est un général de corps d'armée. L'unité de contre-espionnage de la base relève directement de sa structure de commandement. Quand j'ai appelé Alex, il était dans son bureau. Éléonore, j'ai reçu les documents. Sa voix était encore plus basse que d'habitude. Cela me rappelait notre père juste avant qu'il ne perde son sang-froid. J'ai déjà informé le chef du bureau local de la police judiciaire et le service de sécurité technique de l'armée. Il procède à une évaluation préliminaire. Combien de temps cela prendra-t-il? Le service de sécurité dit qu'il doit retracer les flux financiers de l'entreprise de Coralie. Minimum 3 jours. 3 jours, c'est trop long, dis-je, elle pourrait essayer de s'échapper. Alex se tue. Tu as peur qu'elle s'enfuit. Si elle a passé tant d'années à l'étranger, elle a certainement des voies d'évasion. Le fisc est déjà sur elle. Elle panique sûrement. Elle ne s'échappera pas. La voix de mon frère coupa comme un couteau émoussé. J'ai déjà contacté les services frontaliers de la police judiciaire. Elle est sur une liste d'interdiction de vol.
Elle ne passera même pas le détecteur de métaux à Roissy-Charles de Gaulle. Je me sentis un peu plus calme, mais ce n'était pas suffisant. Alex, il y a quelqu'un d'autre. Louis Dubois. Mon frère prononça le nom pour moi. Oui. Je me tenais à la fenêtre du bureau, regardant le coucher de soleil. Si l'affaire Coralie est exposée, la carrière de Louis sera détruite. Mais je ne veux pas qu'il perde juste son emploi. Je veux qu'il comprenne ce qu'il a fait. Alex resta silencieux longtemps. Éléonore. Sa voix prit le ton d'un grand frère. Es-tu sûr de vouloir aller jusqu'au bout? Si la police judiciaire s'implique, Louis risque plus qu'une simple suspension. C'est l'arrestation, l'isolement, un procès. Je sais. Je regardais mon reflet dans la vitre, superposé aux lumières de la ville nocturne. Alex, quand il a ordonné de ne pas me laisser entrer, a-t-il pensé aux conséquences quand il a traîné Coralie dans la base? A-t-il pensé à l'honneur de son uniforme quand il lui a donné un contrat de 80 millions d'euros? S'est-il souvenu de son devoir envers son pays? Ma voix était calme, mais elle frappait comme un marteau d'acier. Il n'a pensé à rien de tout cela, alors maintenant il en paiera les conséquences lui-même. Alex n'essaya plus de me dissuader. Les hommes de la famille Mercier ne vous demandent jamais de regarder en arrière. Ils demandent seulement, as-tu pris ta décision? Et si la réponse est oui, ils brisent n'importe quel mur. Demain à 9 h, dit-il, les services de renseignement militaire et la police judiciaire se rendent au bureau de Coralie. Viens-tu avec moi? Je viens aussi. Oui. Tu es la source de cette enquête et le principal témoin. Et tu ne voulais pas que Louis comprenne ce qu'il a fait? Demain, il comprendra. Le lendemain matin, à exactement 8h30, j'étais au bâtiment du quartier général. Alex sortit dans son uniforme quotidien, les étoiles de général scintillant au soleil. Une douzaine d'agents de la police judiciaire en civil et d'officiers du renseignement militaire le suivirent. Allons-y. Mon frère me jeta un coup d'œil et ouvrit la porte d'un SUV noir aux plaques militaires. Le convoi s'engagea sur l'avenue et se dirigea vers le quartier financier de la capitale, vers le bureau de Coralie. Le bureau était situé au 16e étage d'une tour. Quand nous montâmes, des agents de la brigade financière et du fisc travaillaient déjà dans le hall. Des saisies de documents étaient en cours au service financier. Alex ouvrit la voie, ses lourdes bottes résonnant sur le sol de marbre. Je le suivis à travers l'open space, directement vers le bureau du PDG. La porte était entr'ouverte, et j'entendis la voix de Coralie. Elle parlait au téléphone très doucement, mais les mots étaient discernables. Oui, je comprends. Le billet est déjà réservé. Je pars ce soir. Avez-vous déplacé les actifs? Louis Dubois est lui-même en difficulté. Il est inutile de compter sur lui. Alex me jeta un coup d'œil et poussa la porte. Coralie était assise à un immense bureau, pressant le téléphone contre son oreille. Quand elle nous vit, elle devint blanche comme un drap. Elle laissa tomber le téléphone et sauta, repoussant sa chaise si fort qu'elle heurta le mur. Qui êtes-vous? De quel droit faites-vous irruption dans mon bureau? Alex ne daigna pas répondre. Un agent de la police judiciaire s'avança, prit un document d'un dossier et le posa sur la table. Mademoiselle Coralie Lefebvre, sous l'autorité du Code pénal français, soupçonnée d'espionnage et de trafic illégal de technologies à double usage, une enquête criminelle a été ouverte contre vous. Ceci est l'avis officiel et un mandat de perquisition. Les lèvres de Coralie devinrent blanches. Vous avez fait une erreur. Je ne suis pas. Je suis juste chef de projet. J'ai un contrat officiel avec la base. Alors expliquez ceci. L'agent ouvrit une tablette. Sur l'écran se trouvait un relevé montrant un transfert de 3 millions d'euros. Le destinataire, un compte fictif aux îles Caïmans contrôlé par un groupe criminel impliqué dans le trafic de technologies militaires. Coralie transpira. Et ceci, l'agent fit glisser l'écran. C'était le même document étranger. C'est votre projet d'il y a 5 ans lié aux matériaux de qualité militaire. Selon la loi, les personnes impliquées dans de tels projets sont tenues de le déclarer lors de leur entrée en France et de subir un contrôle de sécurité. Vous ne l'avez pas fait. Coralie commença à trembler. Et enfin, une capture d'écran du même email. Vous avez envoyé ceci avant de revenir en France. Des échantillons ont été envoyés par un tiers. Quels étaient ces échantillons?
Coralie ne répondit pas. Elle recula, trébucha sur ses talons ou sur le bord du tapis et faillit tomber, serrant le bord du bureau si fort que ses ongles rayèrent le bois. Elle balbutia. Je ne sais pas de quoi vous parlez, je demande mon avocat. Veuillez le faire, intervint Alex. Sa voix est froide comme de l'eau de pluie, mais vous ne quitterez pas ce bureau, et vos appareils de communication sont confisqués. Une agente prit le téléphone de Coralie sur le bureau. Elle regarda le téléphone disparaître dans un sac de preuves en plastique, et une peur animale, authentique, apparut dans ses yeux. La peur de quelqu'un qui pensait avoir tout sous contrôle, pour se retrouver soudainement toutes les voies d'évasion coupées. « Vous ne pouvez pas me faire ça », cria-t-elle soudainement, sa voix se brisant en un falsetto hystérique. « Savez-vous même qui je suis ? J'ai grandi avec Louis Dubois. C'est un capitaine de base. Si vous me faites quoi que ce soit, il vous réduira en poussière. » Louis Dubois. Alex répéta le nom sans la moindre émotion. « Et êtes-vous au courant de l'endroit où se trouve Louis Dubois en ce moment ?» Coralie se figea. Alex sortit son téléphone, composa un numéro et le mit sur haut-parleur. « Colonel Moreau, c'est le général Mercier. Où est le colonel Dubois en ce moment ?» La voix de Moreau, venant du bureau de commandement, semblait lasse. « Général, Monsieur Dubois a été relevé de ses fonctions hier après la cérémonie. À partir de 8 heures ce matin, il a été officiellement placé en quartier disciplinaire. Des enquêteurs du parquet militaire et des services de renseignement procèdent déjà aux interrogatoires. Le sujet principal est sa négligence dans la signature du contrat avec l'entreprise d'Adler. » Le haut-parleur diffusa les mots de Moreau dans tout le bureau. Le visage de Coralie passa du blanc au gris comme si un seau d'eau glacée avait été versé sur elle. « Non, ce n'est pas possible. Il a promis de me protéger. Il a promis, murmura-t-elle, sa voix devenant de plus en plus faible jusqu'à ce qu'elle s'effondre sur sa chaise. Son maquillage coûteux était maculé de sueur froide. Le mascara coulait sur son visage. En la regardant, je ne ressentis aucune joie maligne, seulement une clarté froide. « Coralie, dis-je. » Elle leva les yeux vers moi avec une expression hébétée. « Tu as demandé à Louis, serais-tu avec moi si je n'étais pas parti ? Peu importe ce qu'il pensait. Ce qui importe, c'est que tes actions t'ont assuré un aller simple pour une prison fédérale pour de nombreuses années à venir. » Ses yeux s'écarquillèrent. Je m'approchai et la regardai de haut. « T'es-tu rapproché de lui à cause de tes sentiments ou parce qu'il était commodément un capitaine en charge d'un projet technologique ?» Ses lèvres tremblèrent, mais elle resta silencieuse. Son visage, cependant, disait tout. Alex agita la main. 2 agents se tinrent de chaque côté de Coralie. « Mademoiselle Lefebvre, veuillez nous suivre. » Tout le bureau la vit être emmenée. Elle marchait entre 2 officiers en uniforme, le visage gris, les cheveux en bataille, une de ses chaussures était tombée, et elle marchait pieds nus d'un pied. Les employés qui la courtisaient la veille se cachaient maintenant derrière leurs écrans, craignant même de respirer. Je me tenais près de la porte du bureau, la regardant partir. Nicolas appela. « Éléonore, excellente nouvelle. » Sa voix était pleine de triomphe. La police judiciaire a repris l'affaire Lefebvre. Le crime en col blanc a été requalifié en trahison et espionnage. Ses comptes cachés, ses contacts, tout est sous microscope. Interpol s'en prend déjà à ce groupe criminel et Louis sera sous enquête pendant au moins 1 mois. S'il a de la chance, il sera rétrogradé et renvoyé déshonoré. S'il n'en a pas, tu sais ce qui se passe. Je me dirigeai vers la fenêtre du 16e étage. Paris était étalé comme une carte. Quelque part au loin, je pouvais voir la base. Ces portes que j'avais franchies pendant 4 ans semblaient maintenant un minuscule point gris. « Y retourneras-tu un jour ?» demanda Alex, qui était venu derrière moi. Je secouai la tête. « Non. » « Et tes affaires ? » ? Je n'ai besoin de rien. Rien d'autre que les affaires de Léo. Alex resta silencieux un instant, puis me tapota la tête. Il ne l'avait pas fait depuis des années. Pas depuis que j'avais eu ma première excellente note à l'école. Rentrons à la maison. Nous sortîmes du gratte-ciel sous un soleil éclatant. Avant de monter dans la voiture, je jetai un dernier coup d'œil à la tour. Les lumières étaient allumées dans le bureau de Coralie au 16e étage. Elle n'y retournerait jamais. Quant à Louis, il était probablement assis dans une salle d'interrogatoire sans fenêtre en ce moment,
rejouant chaque décision qu'il avait prise au cours des 3 derniers mois. Se souvenant comment il avait conduit son ami sur la base, comment il avait fondu à ses doux mots, comment il avait signé des documents sans regarder. Il comprendrait tout. Il comprendrait que ce n'est pas mon appel à mon frère qui l'a détruit. Pas la vengeance des Mercier, pas même l'espionnage de Coralie. Il s'est détruit lui-même. Alors que nous traversions la ville, Alex dit soudain, « Éléonore, te souviens-tu de ce que papa a écrit dans son testament pour toi ?» Je me figeai. J'avais 12 ans quand papa est mort. Son testament était adressé à Nicolas, mais mon frère aîné m'a dit plus tard qu'à la toute fin, papa avait laissé une ligne spécifiquement pour moi. Si Éléonore est un jour blessée, les portes de la maison Mercier lui seront toujours ouvertes. Je pensais que c'était juste une phrase réconfortante. Papa t'a laissé plus que ces mots, dit Alex. Il t'a laissé 15% des actions de la société. Nicolas les a gérées pour toi, et maintenant il est temps que tu les prennes entièrement en main. Et une autre chose, le regard d'Alex s'intensifia. Papa nous a laissé des connexions, de l'autorité, un pouvoir qui a été laissé à toute la famille Mercier. C'est pourquoi l'affaire Coralie Lefebvre n'est pas seulement ton problème personnel. Sa voix devint dure comme celle de notre père. Si quelqu'un touche un Mercier, il doit payer. Louis Dubois n'est que le début. Coralie n'est que le début. Tous leurs complices. Tous ceux qui ont fermé les yeux. Tous ceux qui ont pris des pots de vin. Personne ne s'en sortira. Les Mercier commencent un nettoyage. Aucune pitié. Je me penchai en arrière sur mon siège. La glace en moi fondit enfin complètement. Mon téléphone sonna. Une photo de la maîtresse de Léo. Léo faisait ses exercices du matin, debout en tête de file, étirant sérieusement ses petits bras potelés. En dessous, une légende. Léo est devenu le chef de groupe aujourd'hui. Il a dit qu'il allait protéger tous les autres enfants. Protéger les autres enfants. Je zoomai sur la photo, regardai ses joues potelées et souris. Le 3e jour après l'arrestation de Coralie, la nouvelle se répandit sur la base. On disait que la police judiciaire l'avait emmenée directement de son bureau menotté, qu'elle faisait partie d'un vaste réseau d'espionnage. Je n'écoutais pas les commérages. Je passais du temps avec Léo et préparais le divorce. Anne m'engagea une avocate, une femme nommée Maître Durand, d'une 40aine d'années, spécialiste des affaires de divorce qui n'avait jamais perdu une affaire. Après avoir examiné mes documents, elle retira ses lunettes et dit, « Madame Mercier, en 15 ans de pratique, je n'ai jamais vu une affaire aussi facilement gagnable. Louis Dubois a triché, a tenté de détourner des actifs par le biais d'une police d'assurance, et fait l'objet d'une enquête de la police judiciaire. Cette police avec sa maîtresse est suffisante pour que le tribunal vous accorde la garde exclusive sans poser de questions. Et compte tenu du désordre financier et des dettes des Dubois, ils n'ont aucune voix. Je ne veux pas seulement la garde, dis-je. Je prendrai tout. Propriété, appartement, voiture, ce qui est à moi restera à moi. Je ne veux rien de ce qui est à lui, et je veux changer le nom de famille de Léo. » L'avocate hocha la tête. Ce sera fait. Les nouvelles d'Alex continuaient d'arriver. Les interrogatoires de Louis étaient non-stop. Le renseignement militaire découvrit que 3 rapports de sécurité dans le projet de Coralie avaient été grossièrement falsifiés. N'importe quel auditeur débutant l'aurait remarqué, mais Louis avait signé. Il était le responsable et avait apposé sa signature. Il n'est pas aveugle, me dit Alex au téléphone. Il ne les a juste pas lus du tout. Il a dit aux enquêteurs qu'il faisait confiance à Coralie. Confiance. Le mot sonnait comme une blague cruelle venant d'Alex. Il lui faisait confiance, alors il l'a amené sur la base. Il lui faisait confiance, alors il lui a donné un contrat de 80 millions d'euros. Il lui faisait confiance, alors il a signé sans regarder. Maintenant, cette confiance lui coûterait son grade et sa liberté. L'affaire de Coralie progressa rapidement en tant que priorité. Elle risquait 15 à 18 ans pour trahison et espionnage. Elle s'avéra être un rouage dans une machine de contrebande internationale. Elle avait choisi Louis spécifiquement comme une cible commode. Elle savait qu'il avait encore des sentiments pour elle. Du début à la fin, Louis n'était qu'une clé utilisée pour ouvrir une porte. Une clé qui fut ensuite jetée. Une semaine plus tard, l'avocate, Maître Durand, livra les papiers du divorce à Louis. Il était en quartier disciplinaire. Pas de visite, pas d'appel,
mais les documents légaux pouvaient être livrés. Ce jour-là, le colonel Moreau m'appela. Madame Mercier. Dubois a reçu les papiers. Sa voix était tendue. Il a réagi très émotionnellement. Il a dit qu'il ne signera rien et exige de vous voir. Nous n'avons rien à nous dire. Dites-lui que toutes les conditions sont conformes à la loi. S'il ne signe pas volontairement, je déposerai une demande auprès du tribunal. Et il a déjà suffisamment de problèmes avec le tribunal. Il devrait utiliser sa tête. Moreau soupira. Je transmettrai. Je me tenais sur le balcon, regardant les grands peupliers dans la cour. Le vent bruissait les feuilles vertes. Des pas résonnèrent derrière moi. Maman. Léo me serra la jambe. Quand irons-nous à la vieille maison de maman? Je m'agenouillai et le soulevai. Nous irons ce week-end. Maman te manque. Maman, n'irons-nous jamais chez papa? Jamais. Je le serrai fort. Nous vivrons avec maman et nos oncles maintenant. Maman ne laissera plus jamais personne te refouler d'une maison. Léo hocha la tête sérieusement et murmura sur mon épaule. Maman, ne pleure pas. Mais je ne pleurais pas. Depuis ce jour, il n'y avait plus eu de larmes. Une semaine plus tard, Louis signa les papiers du divorce. Maître Durand m'apporta l'accord avec la signature tordue et appuyée de Louis sur chaque page. Il a demandé à voir son fils, dit-elle. Je lui ai dit que vous aviez la garde complète et que les visites seraient organisées séparément. En plus d'être en détention, il ne peut objectivement pas le voir. Quant au changement de nom de famille de Léo, tout est également prêt. Les avocats de votre frère aîné ont accéléré les choses. Dans un mois, il sera officiellement un Mercier. Un mois plus tard. Lorsque l'affaire Coralie fut portée devant les tribunaux, la mère de Louis m'appela. Sa voix était comme du papier de verre. Elle me supplia d'épargner Louis pour le bien de son fils. Madame Dubois, répondis-je. Je ne l'ai pas arrêté, et je n'ai pas intenté de procès contre lui. C'est l'État qui le fait. La femme qui l'a introduite dans une installation sécurisée s'est avérée être une espionne. Les forcés à falsifier des documents? Silence au bout du fil. Quant aux dettes de votre entreprise envers la société Mercier, c'est des affaires. Même sans la situation actuelle, nous vous aurions tenu responsable du contrat échoué. Vous êtes sans cœur, cria-t-elle. Nous avons été aveugles de vous laisser entrer dans notre famille. Madame Dubois, votre fils était en effet aveugle, mais il n'était pas aveugle envers moi. Il ne pouvait pas distinguer ceux qui l'aimaient sincèrement et ceux qui l'utilisaient. Il a été aveugle pendant ces 4 années. Je raccrochai et ajoutai son numéro à ma liste de blocage. 3 mois plus tard, le vent d'automne apporta l'odeur des feuilles mortes. Je conduisais vers le vieux domaine familial à la campagne. Anne était assise à côté de moi à l'arrière. Léo était dans son siège auto avec un dinosaure en peluche. Éléonore, il y a des nouvelles. Anne dit, le verdict est tombé pour Lefebvre. 18 ans dans une prison de haute sécurité avec confiscation de biens. Ses avocats feront appel, mais il n'y a aucune chance. La police judiciaire a fait un travail propre. 18 ans. Je le répétais mentalement et demandais, et Louis? La décision du tribunal militaire, déchu de son grade, renvoyé déshonoré des forces armées sans indemnité de départ. Il a donné 16 ans à l'armée et est parti dans la disgrâce. Personne n'est même venu lui dire au revoir. Nous nous garâmes dans l'allée du vieux domaine. Je coupai le moteur mais ne sortis pas tout de suite. Éléonore, commença Anne. Je ne suis pas triste. Anne. Ma sœur couvrit ma main de la sienne. Je sais. Maman nous attendait sur le porche dans un pull en laine douillet. Voyant la voiture, elle sourit. Léo sauta et courut vers elle. Maman, maman. La maison sentait le rôti maison et le poulet rôti. Pendant que Léo jouait avec un jeu de construction, je sortis dans le jardin. Le vieux chêne sur lequel je montais enfant se tenait là. En dessous se trouvait le fauteuil en osier de mon père. Je m'y assis, tournant mon visage vers le soleil d'automne. Mon téléphone vibra. Un message de Nicolas. Le conseil d'administration de la société Mercier a approuvé la réorganisation. Tes 15% d'actions sont désormais officiellement sous ta gestion. Les documents sont dans ton email. Bienvenue à la maison,
Éléonore Mercier. Puis un message d'Alex. L'ordre concernant Louis Dubois a été distribué à toutes les unités du corps. L'affaire du réseau d'espionnage de Coralie Lefebvre est clôturée avec succès. La police judiciaire a exprimé sa gratitude à la famille Mercier. Si papa était vivant, il serait fier. Je lus le message plusieurs fois. Puis je trouvai monsieur Henri Dubois, le père de Louis, dans mes contacts et lui envoyai un court message. Monsieur Dubois, conformément à l'accord d'il y a 3 ans, la société Mercier initie la saisie des actifs de votre entreprise. Veuillez organiser le transfert des affaires dans les 30 jours. Sinon, nous procéderons à un recouvrement forcé. Envoyé. Je me penchai en arrière sur la chaise et fermai les yeux. Le vent d'automne bruissait dans la cime du vieux chêne. Des pas. Maman. Léo posa sa tête sur mes genoux. Maman dit que c'est l'heure de manger. Je le soulevai. Léo, à partir d'aujourd'hui. Ton nom de famille est Mercier. Léo pencha la tête, réfléchit un instant et demanda. Et maman est une Mercier, et maman est une Mercier, et oncle Alex. Nous sommes tous des Mercier. Oui. Je lui embrassai le front. Nous sommes tous la famille Mercier. Léo rit joyeusement, révélant 2 nouvelles dents, sauta et courut dans la maison. Maman, je suis un Mercier maintenant. Le téléphone vibra à nouveau. Un message d'un numéro inconnu. Éléonore, c'est Coralie Lefebvre. Je t'écris de prison. Je sais que tu ne me pardonneras pas. Mais je veux dire une chose. Louis ne savait rien du trafic de technologie. Il m'a juste fait trop confiance. C'était un idiot aveugle et toute la faute est sur moi. Sa seule erreur a été de me rencontrer. Je lus le message et le supprimai. Non, la seule erreur de Louis Dubois n'a pas été de rencontrer Coralie. Son erreur a été que, marié à moi, il gardait une autre femme dans son cœur. Son erreur a été qu'il est resté silencieux lorsque sa famille avait besoin de protection. Son erreur a été qu'il a chassé sa femme et son fils pour son ami. Coralie ne comprendrait jamais cela. Peut-être même Louis lui-même ne le comprendrait pas, mais je n'avais plus besoin de leur compréhension. Quand j'entrai dans la salle à manger, un rôti fumant avec des carottes, du poulet rôti aux pommes et une purée de pommes de terre crémeuses étaient sur la table. Ma sœur Anne versait du vin rouge. Nicolas et Alex se disputaient quelque chose près de la fenêtre, mais quand ils me virent, ils levèrent leur verre. Bienvenue à la maison, Éléonore Mercier, dit Nicolas. Alex ricana et tapota la chaise à côté de lui. Assieds-toi ici. Léo dévorait déjà une cuisse de poulet, le nez maculé de sauce. C'était ma famille. C'étaient les Mercier. Mange avant que ça ne refroidisse, dit maman, prenant sa cuillère. Anne posa soudain sa fourchette. Au fait, Éléonore, la mère de Louis a essayé de me contacter aujourd'hui. Elle voulait voir Léo. Je lui ai dit que Léo est un Mercier maintenant et n'a aucune relation avec les Dubois. Elle peut poursuivre pour un droit de visite si elle ose. Bien dit, remarqua Nicolas d'un air décontracté. Alex resta silencieux, mais me regarda d'un air interrogateur. Devons-nous aller plus loin? Je secouai la tête. Assez. Louis a perdu son grade, sa carrière, sa famille et son fils. D'un capitaine prometteur, il est devenu un échec renvoyé déshonoré. C'est suffisant pour le reste de sa vie. Le déjeuner se termina vers 15 heures. Les frères furent les premiers à partir. À l'entrée, Alex se retourna vers moi. Éléonore, papa m'a dit quelque chose avant de mourir. De tous les enfants, il s'inquiétait le plus pour toi. Tu étais la plus jeune. Il avait peur que tu sois blessée. Il me regarda avec un sourire. Maintenant, je pense que papa peut reposer en paix. Il monta dans son SUV de général vert foncé. Le moteur ronronna et la voiture disparut au coin de la rue. Ma sœur Anne sortit sur le porche. Rentrons. Il fait froid. Merci, Anne. Elle me froissa les cheveux. De rien. Vas-y. Je levai les yeux. Le ciel d'automne était haut et bleu. Mon téléphone sonna dans la poche de mon manteau. Une notification de la banque. Dépôt de dividendes des actions de la société Mercier. Le montant était substantiel. Je remis le téléphone dans ma poche et rentrai. Le salon était chaud,
baignée d'une lumière jaune. Léo jouait avec un nouveau dinosaure et courut vers moi en riant. Anne riait sur le canapé avec un verre de vin. Maman s'affairait dans la cuisine. Et dehors, par la fenêtre, dans le crépuscule d'automne, le vieux chêne se tenait fort et fiable, ses racines profondément ancrées dans la terre, tout comme les merciers.